rempli de surprises aujourd'hui où j'ai reçu enfin les pièces pour la Joust. Ça fait que ce que je vais vous montrer en ce moment, c'est une Joust dans son état quand même assez dénudé. Aucun marquee, aucun bezel, aucun contrôle panel, de manette, rien. Une coin door qui a souffert un peu. Un cabinet qui a sa belle patine des arcades qu'on va laisser tel quel. Mais à l'arrière, on a un panneau sans aucun board. On a un vieux power supply. On a notre transformateur, le line filter, la prise de courant secondaire, l'entrée électrique, la fuse. Premier, j'ai reçu un nouveau power supply qui va faire beaucoup de bien avec les connecteurs spécifiques pour être capable de brancher les boards de la Joust. Joust ou Joust? Je vais y aller avec Joust, puis on s'arrangera avec le reste après ça. Bouton rouge pour la sélection des joueurs, un ou deux joueurs, et bouton bleu, turquoise et jaune pour les deux joueurs qui sont ici aussi. Donc, il y a des manettes de reproduction jaune et turquoise pour les deux joueurs. Des leaf switch neuves pour les boutons. Et puis, ça, c'est des braquettes d'installation du power supply. Un magnifique control panel. Alors, ici, on a toutes les boards d'une Joust. Il y en a 4 en tout. Donc, ça, c'est les MPU avec un nouveau socket de batterie, une nouvelle batterie installée. Ça, c'est le board avec toutes les ROM. Ici, on a, si je ne me trompe pas, le board de son. Semble-t-il que tout ça fonctionne. Alors, on souhaite ardemment qu'une fois que tout connecté, ça va fonctionner du premier coup. Le marquee, usagé, mais en très bonne condition. Et un bezel cardboard reproduction aussi. J'aurais bien voulu qu'on puisse acheter la vitre avec la sérigraphie dessus, mais malheureusement, le vendeur est aux États-Unis et c'est assez compliqué de faire venir des vitres des États-Unis au Canada. Ici, le control panel, ça va être plus ardu. En fait, il a été converti en premier en Neo Geo. Donc, il y avait 4 boutons. Puis après ça, ce Neo Geo-là, il a été converti avec un jeu de Tetris. Fait qu'ils ont fait une plaque d'aluminium custom. Et moi, je vais devoir enlever cette plaque-là et je vais essayer de la récupérer le plus possible. C'est-à-dire que je vais faire les trous pour aller chercher l'espace d'ouverture nécessaire pour avoir une manette two-way. Puis, pour les autres, je vais carrément aller les boucher. Donc, je vais faire des emporte-pièces de bois que je vais aller mettre dans les trous. Puis, une fois que ça va être fait, je vais essayer de tout sabler, poter. Donc ça va être quand même... Le control panel va être une job un peu plus ardue, mais on veut que ça soit propre, parce que tant qu'à le remettre original, on veut que ça soit impec. Toutes les boards se vissent sur ce panneau-là. À l'origine, il y avait une grosse plaque de métal sur laquelle les boards se vissaient. Malheureusement, on n'a plus cette plaque de métal-là, donc je vais faire carrément des espèces de petits washers de nylon de plastique qui va surélever un peu le board. Il y a le board de son que lui va se positionner ici. La seule grosse pièce manquante en ce moment, c'est le wiring harness. C'est tout le filage qui connecte tout ça ensemble pour faire en sorte que le control panel parle au board, le board parle à l'écran, l'électricité se rend partout. C'est quand même assez difficile à trouver. Je cherche tous les jours pour essayer de trouver ça. Le wiring harness ou le harnais de filage de la Joust est sensiblement le même que celui-là de la Robotron et du jeu Stargate. Donc, je fais une recherche pour ces 3 jeux-là qui ont été construits en même temps, selon avec le même board. Pour tailler les trous dans le control panel, pour faire la Joust, hein, on se mêle tout le temps. J'ai besoin d'un trou ici, là, un petit trou là, puis ici. J'ai déjà fait les trous à l'aide de ce magnifique outil ici pour être capable de mettre le joystick qui va de gauche à droite, parce que c'est un two-way. Pour ces trous-là, ça va être quand même assez simple, là. Je vais être capable d'utiliser ma drill avec l'emporte-pièce, puis j'ai déjà fait souvent, ça va quand même assez bien. Quand on fait ce genre de truc-là, il faut y aller lentement et mettre... Où est-ce que j'en ai? Es-tu ici? Ouais. Moi, je mets de l'huile 3 en 1 sur ma plaque. Poup! Puis après ça, quand tu drilles, lentement, ça a plus de mordant puis ça creuse mieux parce que l'erreur à faire, c'est d'y aller super full pin extrêmement rapidement. Puis là, ben, ton emporte-pièce chauffe au bout. Et la chaleur est le pire ennemi quand tu veux creuser du métal. Il faut y aller lentement et mettre de l'huile pour refroidir le plus possible ton emporte-pièce pour éviter qu'il chauffe trop. Fait que pour ce genre de trou-là, voilà où je veux en venir. J'ai pas le choix d'utiliser mon Rockwell Blade Runner. Sûrement l'outil qui a le nom le plus cool et le plus rip-off de mon atelier.
Donc ce Blade Runner là, vous l'avez peut-être déjà vu dans un infopub qui se range aisément sur le mur, très léger, avec un petit tiroir pour vos lames. Ça c'est un petit tiroir pour mettre ton brin ici. Le tiroir à lame est là. Puis tu le pars ici, tu as la petite clé, tu peux attacher ton fil là. Ça va super bien, puis c'est super simple pour enlever la lame. Tu n'as rien qu'à faire ça de même, tu es capable d'enlever ta lame. C'est carrément un standard de lame de scie sauteuse qui est utilisé. Fait que cet outil-là, en fait, c'est comme si quelqu'un avait pris une scie sauteuse couchée sur le dos avec la lame qui va de haut en bas. Ça permet en fin de compte de juste manipuler ta pièce autour de ta lame plutôt que d'avoir une sauteuse qui doit manipuler autour. C'est un concept qui est très bien, que j'aime beaucoup. C'est pas un outil que je me sers vraiment souvent parce que normalement je vais utiliser ma scie à ruban pour faire la majorité de mes tailles de ce genre-là. Sauf que elle, il y a deux choses qui sont vraiment pratiques. C'est que de un, je peux me partir à l'intérieur d'une pièce comme ça quand même, ce qui n'est pas possible avec d'autres outils comme justement la scie à ruban ou le banc de scie. Et de deux, j'ai aucune limite en largeur. Parce qu'avec une scie à ruban, normalement, je viens de me rentrer les côtes dans l'écran. J'ai une limite ici, là, dans ma largeur. Je ne peux pas mettre une grosse pièce. Ça, je viens vraiment de me slammer le flanc ici. Mieux vaut accrocher la pièce de métal qui protège le neckboard d'un Sanyo plutôt que d'accrocher le neckboard, parce que s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pété le tube puis l'écran aurait été bon pour la casse. La casse! Oui, il aurait été bon pour la casse. Mais on diverge là. Ok, ça fait qu'on revient ici à mon Blade Runner. Je ne ferai pas une démonstration live parce que ça fait énormément de bruit, évidemment. Je taille de l'aluminium. Mais une fois que ça va être fait, je vais vous montrer le résultat final. La façon, en fin de compte, que je vais faire pour être capable de tailler un rond avec une lame. Hein, vous pouvez vous dire, voyons, comment tu vas faire ça? Ben, je vais faire un peu comme si j'avais besoin à tailler de la céramique. C'est que tu y vas en plein de petites coches. Plein de petites coches. Une après l'autre. C'est sensiblement assez fastidieux. Donc, je vais faire une petite ligne là. Toc, 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 toc. Puis une fois que ça va être fait, je vais prayer les petits bouts. Je vais avoir plein de petites languettes de métal. Puis, je vais finir avec la lime. La lime à faire. Donc, j'ai pas le choix. Si vous avez une meilleure idée, si vous avez une façon plus rapide que faire, dites-moi là. Mais ça va être trop tard parce que je vais terminer d'ici là. Ça fait que voilà, je voulais vous montrer cette étape où il faut être quand même assez polyvalent en équipement. Puis pour ceux qui se le demandent, ça ne sert pas sensiblement à grand chose à part être un garde de protection pour éviter de s'enfiler les doigts dedans. Ça donne un peu l'impression d'être une machine à coudre. Puis ça permet aussi de mettre un aspirateur si on veut se débarrasser des saletés plus rapidement que passer le balai comme je fais une fois que c'est fini. Alors voilà, la suite une fois terminée. Rapide follow-up, j'ai pas encore terminé le board, mais je voulais quand même montrer une fois que c'était fait avec un premier trou, parce que mon bouton va aller ici. Et puis, s'il y en a qui se le demandent, je vais essayer de remplir en fin de compte cette zone-là du mieux que je peux, mais en ce moment, la solidité du bouton ne sera pas du tout compromise, là, parce qu'une fois que ça va être pris en serre, là, même s'il y a un petit gap ici, c'est pas quelque chose qui va faire une différence sur la solidité. Mais je voulais vous montrer ça, j'ai fait deux petites coches ici. Pourquoi? D'ailleurs, il a fallu que je me reprenne parce qu'il y en a une qui n'était pas à la bonne place. C'est que les boutons de Leaf Switch, vous remarquez, ils ont des... Ah, mon focus. Ils ont des petites coches sur les côtés. Ça, il ne faut pas les enlever, ça sert à quelque chose, c'est qu'une fois que le bouton est mis en place, ça fait en sorte qu'il est bien tenu en place, fait que ça l'évite de rotationner. Parce que quand on va visser, en fin de compte, la note en dessous, ça fait en sorte que lui va rester en place, puis ça va permettre de justement faire une bonne pression de serrage. C'est particulièrement typique aux boutons de Leaf Switch. Quand on dit des boutons de Leaf Switch, il y a des boutons comme ça. Les boutons de micro switch, eux, la majorité du temps, n'ont pas ces petites coches-là. Faut-moi pourquoi. Évolution technologique, régression, qui sait. Alors voilà, je voulais juste montrer que ça m'a pris environ, je sais pas moi, 2 minutes, peut-être 3 pour tailler ça, puis donner un petit coup de lime là, juste pour raboter les angles un peu plus rudes. Ça fait que j'ai pas le choix de le faire pour lui, puis lui on va le faire à la perceuse. Ça continue. Maintenant terminé du Blade Runner, je me suis permis un petit ménage en bonne et due forme de mon établi. À chaque fois que je franchis une étape, j'aime ça faire un ménage puis me dire ok, là on est rendu à la prochaine puis on recommence un peu en neuf. Ce control panel là va me donner du fil à retour parce que voyez-vous, je suis loin d'avoir terminé en ce moment. Parce que, ok, la plate, j'ai les trous là. Partout où il y a des flèches bleues,
c'est les trous que je dois préserver. Fait qu'ici, c'est le trou pour les two-way joysticks. Après ça, le flap, player 1, player 2. Après ça, two-way joystick 2 et flap 2. Toutes les flèches rouges, c'est ceux-là que je vais avoir à boucher. Mais avant de me lancer dans la portion où je dois boucher les trous, il faut que je deal avec un obstacle non prévu. C'est qu'à l'origine, les boutons, les leaf switch, c'était les long versions, qui étaient capables de passer à travers la planche de 3 pouces et quart. Malheureusement, les reproductions qui se font maintenant de ces boutons-là sont courts. Alors disons que je laisse la plaie ici. Ok, c'est pas une reproduction, mais bref, la reproduction bleue et jaune que j'ai sont de cette longueur-là. Malheureusement, ça fait en sorte que je peux pas les mettre sur un 3 pouces et quart parce que normalement, si on voit l'assemblage là ici, un leaf switch normal, il y a juste l'espace pour, en fin de compte, une plaque de métal pour avoir le jeu nécessaire pour ça que ça fasse le contact, ce qui fait en sorte qu'ici, je suis pas capable d'aller me visser dans mon socket. Ce qui veut dire que je dois retirer de la matière de mon control panel. Je dois enlever partout ce qu'il y a du bois. Donc, vous voyez partout ce que j'ai fait, en fin de compte, un trait rouge. Je dois l'enlever à scie sauteuse pour me faire assez de place pour insérer le leaf switch au complet. Parce qu'évidemment, vu que c'est des leaf switch, c'est plus compliqué. Si ça avait été des micro switch, c'est juste d'élargir le rond, puis il n'y aurait pas eu de problème. Alors que les leaf switch, on voit qu'il y a toute cette portion-là de l'assemblage qui est collée, en fin de compte, sur la plaque. Ça fait que j'ai pas le choix, en fin de compte, d'enlever autant de matière que ça. Heureusement, je crois que je n'aurai pas à le faire pour les two-way joysticks parce que ceux-ci sont vraiment particuliers. Il y a comme une espèce de petite protubérance qui ressort, d'où la grosse largeur ici, la grosse ouverture rectangulaire. Ça ressort puis ça laisse la place pour le joystick. Mais, autre problème, quand j'ai commandé les reproductions joystick, eh bien la repro de joystick, ça incluait juste le shaft. Ça incluait pas tout l'assemblage. Tout l'assemblage, je veux dire, en fin de compte, toute une base comme celle-là. Ça, c'est la base d'un joystick 4-way, qui peut, en fait, c'est un 4-way qui fait pour un 8, parce que c'est possible de faire des diagonales. 4-way, pour les néophytes, c'est quand c'est au bas, gauche, droite, et 8-way, c'est quand tu es capable de faire une diagonale. Donc, c'est possible avec cet assemblage-là. Là, vous pourriez me dire, ouais, mais André, tu as juste à prendre cette base-là, puis te mettre des braquettes d'aluminium de chaque côté pour t'assurer que le joystick puisse juste bouger de gauche à droite, puis enlever les switches qui ne sont pas nécessaires. Hein? Je suis sûr que vous dites tout ça. Je suis capable de lire dans vos têtes. Mais non, je peux pas, parce que les two-way joysticks sont faits beaucoup plus courts, justement à cause de la protubérance que je parlais plus tôt. Ce qui veut dire que non seulement la boule est plus petite, mais le shaft est beaucoup plus petit, comme par exemple ici, si je le rentre vraiment au complet, vous voyez, je touche au leaf, mais regardez ce qui dépasse. Fait que je peux pas utiliser un 4-way. Il faut vraiment que j'achète des two-way de joystick de Williams. Et ça, c'est très dur à trouver. Et il y en a qui font des reproductions de ça et ça coûte très cher. C'est presque 45$ l'assemblage. Mais, bon, c'est parce que je viens de faire les recherches, là. Faut ce qu'il faut, ça fait que j'aurai pas le choix, il va falloir acheter ces deux assemblages two-way pour que mes manettes puissent ressortir suffisamment hautes du control panel et avoir assez de jeu. Bref, quand je dis que le control panel va me donner du fil à retordre, ben ça fait le tour un petit peu de ça. Je dois creuser autour ici et je dois retrouver les two-way joystick repro officiels. Je suis loin de m'avouer vaincu et d'ailleurs aujourd'hui ce que je vais faire à l'instant c'est percer ces trous-là. Une fois que ça va être fait, je vais tester que tout rentre bien avec mes leaf switch et après ça, là je vais m'affairer à remplir les trous béants, inutiles, que j'ai plus besoin, comme tous les trous pour les bolts comme ceux-là et tout. Ça fait que c'est un peu déprimant, je me dis, mon Dieu, ça va être tout croche ton affaire, ça tiendra pas, ça sera pas solide. Mais faites-moi confiance, une fois terminé, vous n'y verrez que du feu et la solidité ne sera en rien compromise. À suivre.